Mathieu Ricard, bonjour. Bonjour. Vous revenez avec un nouveau livre, Le plaidoyer pour l'altruisme. Succès immense déjà en quelques semaines. Ça vous rend heureux? Oui, parce que ça me tenait tellement à cœur, ce livre. C'est 5 ans de travail acharné, et puis toute une vie, finalement. C'est un pavé, et plus à peu près 900 pages. Et il fascine parce que ce n'est pas seulement l'altruisme, des bons sentiments, etc. Il y a une argumentation scientifique. Oui, parce que sinon on aurait dit, il est bien gentil, le moine bouddhiste, mais quel naïf, et qui retourne dans son ermitage. Il fallait étayer tous les idées que je présente par des travaux scientifiques ou des raisonnements logiques qui tiennent la route, sinon on m'aurait accusé de bons sentiments. Il y a une fascination, Mathieu Ricard. Alors, vous êtes évidemment moine bouddhiste, interprète du Dalai Lama, vous êtes dans le paysage depuis des décennies maintenant, en même temps docteur d'État en génétique, Cellulaire. voilà, tête très bien faite, et puis vous avez un air normal. Ah bon, bah, tant mieux. Non, mais vous n'avez pas la componction que peuvent avoir certains moines, etc. Vous avez une normalité d'expression, voilà. Je suis fondamentalement un être humain, n'est-ce pas, avant toute autre chose. Et en fait, oui, vous savez, normal, ça recouvre beaucoup de choses. On parle parfois de la banalité du mal. Être normal, pour moi, la banalité du bien, c'est aussi être bienveillant, être coopérer, se comporter de façon décente, manifester de la tendresse, avoir de la considération pour autrui. Pour moi, c'est normal pour un être humain. L'image du bonheur, ça a été même gonflé en titre de presse. Je sais que vous n'aimez pas qu'on dise ça, mais ça a fait le buzz, comme on dit, parce qu'on a fait un test, vous y avez participé, on a dit, voilà, c'est l'homme le plus heureux du monde, dont vous avez planté des électrodes, c'est ça, Des électrodes et de l'IRM. Mais justement, ce qu'on mesurait à ce jour-là, ce n'était pas le bonheur, c'était une méditation sur l'amour altruiste et la compassion qui a engendré effectivement des activations de certaines aires du cerveau liées aux émotions positives, une magnitude qui, jusqu'à maintenant, n'avait pas été enregistrée en neurosciences. Mais j'ai été le premier cobaye dans le temps, mais il y en a eu 25 qui ont fait entre 10 000 et 50 000 heures de méditation, et tous avaient des résultats très cohérents. Ce qui veut dire que c'était l'entraînement, et non pas votre humble serviteur, qui était en cause. Et d'ailleurs, depuis, on a vu ce que ça donnait au bout de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, et on voit que déjà au bout de 2 semaines, le cerveau commence à changer. Alors ça, c'est vraiment au cœur de ce que vous dites, la bienveillance, la compassion, ce n'est pas des idées vagues, ça se mesure dans le cerveau en partie, évidemment, tout n'est pas là, mais on commence à pouvoir les mesurer. Alors si vous voulez... Les effets, on en voit les effets. Pour soi, au fond de soi-même, quand on a ce sentiment d'amour, qu'on se fait exprimer de la bonté, c'est pas indispensable de le mesurer. On va pas toujours réduire à des mesures. Mais dans le monde actuel, si on veut pas qu'on vous dise « ouais, mais vous êtes bien gentil, etc., etc. », pour montrer que ça peut avoir une application pour tout le monde, c'est-à-dire laïque, que tout le monde a un esprit qui le tracasse parfois du matin au soir. Notre esprit peut être notre meilleur ami comme notre pire ennemi. Le fait qu'un entraînement de l'esprit, comme on s'entraîne à jongler ou à jouer aux échecs, puisse modifier fonctionnellement et structurellement le cerveau au bout de quelques semaines, montre que la transformation personnelle est possible. Nous en avons le potentiel. Vous dites, dans les actes que chaque jour chacun fait, il y a une grande part d'altruisme. Combien ? En gros, il y a une étude qui a été faite, 70% des actes sont bienveillants, c'est-à-dire positifs. Il y a un certain nombre qui sont neutres, et puis très peu, finalement, qui sont des actes un peu malveillants, de négligence d'autrui. Est-ce qu'on peut y croire, ça, vraiment ? Parce qu'on déteste son rival professionnel, son rival amoureux, dans la queue au supermarché, on n'aime pas les gens qui sont devant, qui sont un peu lents. On a l'impression qu'à chaque minute, on n'est pas gentil. C'est ces moments qui vous choquent. Et le fait que vous vous en souveniez avec tant de précision, c'est justement parce que c'est choquant. Regardez. Là, j'arrive de Brest ce matin, j'ai pris 2 avions. Bon, je me dis pas, c'est formidable, personne s'est tapé sur la figure dans l'avion. Non, on s'attend à ce que les gens se comportent de manière décente. Donc, quand il y a 100 personnes qui coopèrent quelque part à Genève pour aider des personnes âgées, ça ne fait pas la une des journaux, je suis désolé de le dire. Mais s'il y en avait une qui avait été cambrioler une banque ou attaquer une vieille dame, vous êtes sûr qu'elle est dans la première nouvelle du soir. Il y a des très belles choses dans ces moments où vous dites sentir la compassion à l'état extrême, les moments maternels, par exemple. Même dans le monde animal, vous parlez de cette scène de la femelle éléphant qui sauve un petit rhinocéros. Justement, on parle des gènes égoïstes, mais l'instinct maternel est si fort, pas seulement maternel, l'empathie.
une histoire d'une mère éléphante qui voit un petit rhinocéros qui s'est pris dans la boue. Donc, elle s'approche pour le sortir avec ses défenses. La mère rhinocéros, qui n'est pas très maligne, charge la mère éléphante. Donc, la mère éléphante s'en va, la mère rhinocéros part dans la forêt. 5 fois de suite, elle revient pendant plusieurs heures pour essayer de sortir ce bébé rhinocéros. Donc, ça veut dire que si les éléphants, les dauphins, les bonobos, les chimpanzés sont capables d'empathie et d'altruisme, ça serait quand même dommage que nous autres, les êtres humains, nous manquions de ces facultés. L'instinct maternel, c'est vraiment un nœud de l'altruisme. Si vous voulez, c'est ce que nous a donné la biologie, au travers de l'évolution, pour prendre soin des autres, en particulier les êtres vulnérables, les enfants, les personnes âgées. Et puis, donc, nous avons cet acquis, et sur cette plateforme, on peut ensuite cognitivement se dire, voilà, je ne me réveille pas le matin en me disant, puis je souffrais toute la journée et toute la vie. Ben, les autres, pareil. Donc, j'accorde de la valeur à mon désir d'échapper à la souffrance, je dois accorder de la valeur à l'autre. Donc, sur cette base de l'instinct biologique, on peut étendre le cercle de l'altruisme. Contre vous, il y a tous les penseurs de l'égoïsme, il y en a dans l'histoire, qui disent non, l'homme est fondamentalement égoïste, c'est même un moteur utile pour l'humanité. Alors, ceux que vous citez le plus férocement, si on veut, dans votre livre, ce sont les psychanalystes. Il n'y a pas que. Ma favorite, c'est Ayn Rand, qui a profondément influencé la politique américaine et qui dit l'altruisme est immoral. Les psychanalystes sont pas mal non plus. Freud dit, en gros, l'humanité, c'est de la racaille, ce sont ses propres mots. Alors, vous citez Lacan, il y a une phrase de Lacan, des personnes bien intentionnées, c'est bien pire que celles qui le sont mal. Ce que vous voulez dire, c'est no comments. On m'a accusé parfois de faire une charge contre la psychanalyse. Je me contente de les citer. La charge, ils la font eux-mêmes. Est-ce qu'il n'y a pas un fond de vérité dans notre société même, notre système économique repose sur l'idée, le capitalisme, que c'est par intérêt qu'on commet des actes qui seront finalement utiles à toute la société. On a envie de gagner de l'argent, on a envie d'être ambitieux, tant mieux. Oui, si vous voulez, c'est l'idée de la main invisible. C'est-à-dire que si les gens étaient vraiment libres de leur choix, ils déposaient de toutes les informations nécessaires, s'ils étaient vraiment rationnels, la main invisible pourrait fonctionner. Mais les gens ne sont pas rationnels, l'information souvent leur est dissimulée. Donc la main invisible d'un aveugle qui en plus est mal intentionné, ça fait des dégâts. Donc moi je préfère le cœur visible, parce que là au moins on sait à quoi on a affaire. Dans la défense de l'égoïsme, vous savez bien ce qui est convoqué. On dit Auschwitz, on dit les génocides encore récents, le Rwanda, la haine, on voit en Syrie en ce moment. Est-ce que vraiment on peut survivre dans cette idée d'altruisme quand on voit ça ? Alors, évidemment, j'étais obligé, c'est pour ça que le livre est si gros, d'examiner les forces contraires pour ne pas avoir l'air naïf. Mais vous savez, tous ces phénomènes, si on essaie de les comprendre, comment ça se passe ? On commence par déshumaniser l'autre. Ça devient des rats, des vermines, des pestes, une masse anonyme, dangereuse. On diabolise l'autre en masse. Et là, on se dit, le monde serait mieux sans eux. Donc il y a un processus de déshumanisation, de dévalorisation de l'autre. Donc si on comprend ça, on peut essayer d'apporter des remèdes, revaloriser l'autre, le réhumaniser. Donc il faut, bien sûr, voir ce qui se passe, admettre que c'est une aberration, mais elle n'est pas tombée du ciel parce que l'homme est fondamentalement mauvais. Le mal, personne ne fait le mal pour le plaisir de faire du mal. Ils se justifient, ils ont toujours une justification, aussi horrible soit-elle. Donc il faut comprendre et contrecarrer en utilisant les bons antidotes. Mathieu Ricard, votre parcours explique en partie le résultat où vous arrivez. D'ailleurs, vous le racontez au début du livre. Il y a une petite part d'autobiographie. 1967, 68, etc. Vous partez pour l'Inde. À l'époque, beaucoup, c'était les hippies. Moi, je n'ai jamais passé par cette période. Je n'ai jamais fumé, ne serait-ce qu'une cigarette. Et j'en suis très fier parce qu'il y a encore 6 millions de morts par an à cause de la cigarette. J'ai échappé ça. Encore moins tout ce que les gens fumaient, l'herbe, la moquette, etc. Je n'ai jamais passé par. Il y a un très joli souvenir de vous. Vous dites votre père, Revel, grand essayiste, grand philosophe, qui était, je pense, un peu inquiet d'abord. Quand vous il était catastrophé. Oui. Il vient vous voir là-bas, et dans l'Himalaya, et il constate qu'il n'y a pas de hashish, pas un bouge. Tout allait bien. J'étais auprès d'un maître spirituel, un sage. Et lui, qui était un grand admirateur des sages grecs, il ne pouvait pas ne pas voir que c'était l'exemple, c'était un Socrate vivant aujourd'hui. C'était Saint François d'Assise vivant aujourd'hui. Pourquoi est-ce que vous partez pour l'Inde à ce moment-là, au début ? Quand j'ai vu des documentaires faits par Arnaud Desjardins, il y avait justement
ces visages de 20 Saint François d'Assise, 20 Socrate vivants aujourd'hui. Je dis, il faut que j'aille voir. Parce que si vous voulez, j'ai eu la chance de rencontrer des grands intellectuels. Ma mère est peintre, Yann Le Toumelin. J'ai un oncle navigateur, explorateur. J'avais des scientifiques, évidemment, au labo avec 2 prix Nobel. J'étais musicien, donc j'ai rencontré Stravinsky quand j'avais 16 ans. Vous voyez, le rêve pour un... Et ce qui était étonnant, c'est que on ne voyait pas de corrélation évidente entre le génie particulier qu'ils avaient et les qualités humaines. Vous avez des gens formidables et puis des gens très difficiles. Hein. Vous pouvez admirer Bobby Fischer comme le plus grand joueur d'échecs du XXe siècle, vous ne voudriez pas être Bobby Fischer. Donc, il y avait quelque chose de troublant. Et quand j'ai rencontré des sages, des hommes et des femmes qui avaient cette sagesse, cette compassion, cette liberté intérieure, je me suis dit là, il y a une adéquation parfaite entre l'enseignement et ce que est la personne. Le messager était le message. En arrivant là-bas, vous n'êtes pas déçu, hein. Au contraire. Il y a une illumination, il y a un moment précis où vous dites ce sera ma vie. C'était plutôt, je suis plongé pendant quelques mois, j'ai médité toute la journée en leur présence, et c'était tellement fort que quand je ne savais pas trop, en fait, quand je suis revenu, et c'est quand je suis retourné en France, je me suis dit, bah oui, c'est incroyable ce que j'ai vécu, je vais y retourner pour sûr, et c'est devenu très clair par contraste quand je suis revenu, donc je suis retourné tous les ans. Vous êtes le disciple d'un grand maître du bouddhisme tibétain. Il y a une humilité, hein, vous le servez. Ben, j'ai eu 2 principaux maîtres, hein, Kangyo Rinpoché et Khyentse Rinpoché. Et le deuxième, j'ai passé 13 ans auprès de lui. Il était très âgé, donc je dormais par terre sur un petit tapis sur le parquet. Il se levait à 4 h du matin, je préparais son thé, je pliais ses vêtements, je lui apportais son livre de prière. Et en même temps, il enseignait tout le temps. Donc je servais, mais je n'étais pas son serviteur comme on loue les services d'un serviteur. C'était un geste d'admiration, de vénération, parce que je recevais tellement de cette personne. Quelle est la part d'ombre dans ce monde ? Il y a toujours une part d'ombre. Dans les monastères catholiques, partout. On sait bien qu'il y a un moment où on doute, on a des désirs charnels. La part d'ombre. Alors justement, moi, le plus fort dans tout ça, c'est que vous êtes auprès d'un maître comme ça pendant 15 ans, ou 13 ans, jour et nuit. Et au fil des ans, jamais vous voyez le défaut dans la cuirasse. J'ai jamais vu une parole, un geste ou une pensée qui puisse nuire à autrui. Donc là, vous vous dites, là, on tient vraiment quelque chose. Est-ce que c'est possible, ça ? On se dit, on a toujours, on a des instincts, on a des désirs, on a ne serait-ce qu'une gourmandise, des choses les plus simples. Je ne parle pas de moi, hein. Je parle de mes maîtres spirituels. Ça veut dire que ce sont des gens qui, pendant 15 ans, vraiment, n'ont jamais un instinct sale. C'est des personnes qui ont de l'humour. Qui sont extrêmement drôles. Comme vous, comme le Dalai Lama. L'humour, chez vous, ça compte. Mais justement, c'est ça le plus fort enseignement. Je n'ai jamais vu. Et pourtant, je sais, j'ai cette rigueur scientifique. J'ai un de mes amis tibétains qui m'a dit, si Mathieu peut devenir bouddhiste, tout le monde peut le devenir, parce que plus sceptique que lui, il n'y a pas... Donc en fait, j'ai une rigueur naturelle. Et je vous assure que c'est l'exemple même de ce qui est au bout du chemin, de ce que peut devenir un être humain. Et c'est formidablement inspirant. L'argent, par exemple. L'argent, ça compte. Même pour le Dalai Lama, il a une machine à faire tourner, des projets, etc. Sauf que le Dalai Lama, toutes les offrandes qui sont faites, va à une fondation qui va pour la lèpre en Afrique, pour ceci, pour cela. Lui, il vit, je peux vous assurer, je sais où il habite dans sa maison. Bien sûr, mais le plus simple possible. On est dans le monde. Le Dalai Lama lui-même, quand il voit qu'il y a une personne qui est un grand donateur potentiel et à sa gauche, monsieur personne... Ah non, pas du tout. Il n'a pas tendance quand même à dire, ah tiens, il faut que... Je vais vous dire, moi, justement, c'est ça qui est l'enseignement de vivre auprès du Dalai Lama pendant 10-12 jours, comme je le fais à chaque fois que je suis interprète pour lui. Il est exactement le même, avec un président de la République, avec la personne qui nettoie la chambre à l'étage, et la personne, elle le ressent, parce que le premier jour, vous en avez 2, et le deuxième jour, vous avez toutes les femmes de chambre de tous les étages qui sont là. Pour lui, ce sont des êtres humains. Et c'est la seule chose qui compte. Et ça qui est formidable, c'est quand on le voit dans le privé, en public, avec les grands comme avec les humbles, c'est la même chose. Mon maître spirituel, il était le maître du roi du Bhoutan. Il traitait de la même façon un humble paysan qui lui offrait l'équivalent de 3 sous pour lui demander un enseignement qui durait 1 semaine. Il le faisait exactement aussi disponible vis-à-vis de cette personne qu'avec le roi du Bhoutan. Le jour où il mourra, le Dalai Lama, il sera difficile à remplacer. Chaque être est déjà impossible à remplacer, mais quelqu'un comme lui, qui remplace Gandhi, qui remplace Nelson Mandela, je veux dire. Hein. Donc, il y aura certainement, il y a eu, et il y en aura encore, des maîtres spirituels d'une immense qualité, mais il est forcément unique par cette incroyable combinaison de bonté, d'intérêt pour la science, d'intérêt pour tout, pour le peuple, pour remédier aux inégalités. C'est vraiment un exemple extraordinaire pour moi.
Vous êtes entré dans la culture tibétaine, vous êtes immergé entièrement, hein. Aujourd'hui, vous parlez complètement les 2 langues. Bah, je parle plus tibétain que français et anglais, ça c'est sûr. On en arrive à penser en tibétain? Oh, je sais pas, non, bah, des fois ça m'arrive quand je suis au Tibet, mais en gros je pense quand même en français, je crois. Vous comptez dans quelle langue? On dit toujours que c'est le test ultime. Ça dépend des fois, mais en gros c'est en français, mais ça m'arrive de compter en tibétain. Vous êtes devenu un personnage qu'on s'arrache, hein, partout en Europe, dans les congrès, dans les colloques. Souvent les gens d'argent d'ailleurs, hein, les plus grands capitalistes veulent entendre Mathieu. La méditation surtout, c'est quelque chose qui passionne, qui est devenu, au-delà de la mode, hein, beaucoup de gens la pratiquent comme un moment de leur vie capitale. Ben, c'est vrai, par exemple, que John Kabat-Zinn, qui a introduit la réduction du stress par la pleine conscience dans des centaines d'hôpitaux aux États-Unis, c'est quelque chose qui a fait grand bien. Je travaille moi-même avec Tanya Singer, qui était avant à Zurich, qui est maintenant directrice de l'Institut Max Planck de Leipzig. Et on a un projet justement pour remédier à l'épuisement émotionnel chez ceux qui s'occupent du soin dans les hôpitaux, des infirmières, des médecins qui ont souvent du burn-out. Hein. Plus de la moitié des médecins ou des infirmières ont du burn-out. Et on a pu montrer, en collaborant avec des méditants comme moi, que l'empathie, la résonance affective avec la souffrance, vous souffrez de la souffrance de l'autre, c'est pas la même chose que l'amour altruiste, l'amour bienveillant, maternel, et que en fait cet amour est un antidote à la détresse empathique. Vous bazardez tous les lieux communs, vous dites qu'il n'y a pas besoin forcément d'être face au soleil, d'avoir les jambes je ne sais comment, c'est ça. Le corps est l'ermite, l'esprit est non, le corps est l'ermitage, l'esprit est l'ermite. Ce qui ne m'empêche pas d'ailleurs de passer plusieurs mois par an dans mon ermitage, c'est quand même mieux. Méditation qui peut être laïque aussi, hein, elle n'a pas forcément un fondement religieux. Comment vous la définissez, la méditation? Alors justement, peut-être démystifier le mot. On n'en a pas honte, bien sûr, mais les racines sanskrites et tibétaines, ça veut dire cultiver, se familiariser avec. Donc, vous familiarisez avec une nouvelle manière d'être, c'est-à-dire de traduire les circonstances extérieures en bien-être ou en mal-être. Et vous cultivez des qualités comme la liberté intérieure ou l'amour altruiste. Et ça, vous donnez des exemples, hein. Aimer son enfant, par exemple, se concentrer sur cette idée, aller de l'avant dans cette idée-là. Si vous voulez, il faut commencer par ce qu'il y a de plus facile et plus aisé. Par exemple, quand on veut apprendre à naviguer, on commence par un jour de beau temps. Donc là, si vous voulez cultiver l'amour altruiste, vous pensez à un enfant innocent qui vient vers vous, avec des yeux lumineux, vous le prenez dans vos bras, et vous n'êtes qu'amour vis-à-vis de cet enfant. Mais au lieu que ça dure 30 secondes et que vous pensiez à autre chose après, vous allez maintenir, cultiver, nourrir cela pendant 5, 10, 15, 20 minutes. Et si ça commence à devenir opaque, vous le ravivez. Si vous êtes distrait, vous y revenez. Vous le cultivez comme on fait des gammes de piano ou de l'exercice physique. Il y a un aspect gymnastique, comme vous le dites. On n'est pas aussi bon en méditation au début qu'à la fin. Je veux dire, ça s'apprend. Alors, gymnastique, il ne faut pas non plus être trop physicaliste. Mais oui, l'entraînement, d'ailleurs, ascèse, c'est pas un mot, je t'imagine, pas arrêter de manger et tout. Ascèse, ça veut dire simplement s'exercer. Hein. Et effectivement, on dit au début, rien ne vient parce qu'on fait des efforts et ça n'a pas l'air de changer. Au début, au milieu, rien ne reste parce que ça vient de temps en temps puis ça s'en va. Et à la fin, rien ne part parce que ça devient une seconde nature. La nostalgie du monde d'avant, la France, Paris, tout ce que vous avez abandonné, ça pendant des années, pas. on m'envoyait des camemberts parce que j'avais la réputation d'aimer le camembert. Alors qu'ils arrivaient en état de décomposition varié. Franchement, je suis très heureux de venir de temps en temps, mais je suis parfaitement heureux dans mon petit ermitage face à 300 km d'Himalaya. Il y aurait une fée qui arriverait avec une baguette magique en me disant « Est-ce que tu veux faire 3 vœux sur le plan matériel ?» J'ai rien à trouver. Aucune nostalgie. Vous avez presque parfois un petit bout d'accent franchouillard. Vous avez des jurons qui font très vieille France. Tout à l'heure, je vous entendais, vous dites pétard. Ce qui est vraiment, ça doit être un juron très à la mode dans les années 50. Ou... Oui. Non, vraiment, il n'y a aucun... Tout ce que vous avez abandonné, il vous arrive jamais de vous dire... J'ai rien abandonné. Je suis passé... Quand vous passez un col vers une nouvelle vallée, vous abandonnez pas la vallée suivante, vous continuez votre aventure, votre voyage dans l'existence. Je suis très heureux de revenir voir mes proches. J'ai une merveilleuse mère de 90 ans, j'ai une sœur que j'aime beaucoup, j'ai quantité d'amis, mais voilà, quand je suis seul dans mon ermitage, en essayant modestement de devenir un meilleur être humain, je suis parfaitement à l'aise. Sur les forums Internet, on voit tous ces gens qui disent merci, qui vous disent merci en disant voilà, vous avez changé ma vie, pas comme un gourou, mais justement par ces livres très fondés scientifiquement. C'est presque, je ne dirais pas que c'est gênant, mais je veux dire, c'est touchant parce qu'on dit dans le bouddhisme que si on peut aider ne serait-ce qu'une personne, ça vaut la peine de faire des efforts pendant des années. Mais des fois, je me demande comment, pourquoi. Je suis heureux que les idées, un peu comme un passeur,
qui essaie de distiller la sagesse de mes maîtres et d'allier ça avec la rigueur de la science. Si ça peut être un petit peu utile, finalement, j'avais une maxime, c'est de se transformer soi-même pour mieux servir les autres. Vous n'aimez pas hein, l'esprit de sérieux, le paravent de sérieux. Je vous ai entendu même plaisanter sur votre habillement. Vous dites, je crois, à Chicago, on vous dit « Ah, c'est Halloween » parce qu'on vous voit comme ça avec... C'était très drôle parce que j'étais à attendre les bagages. C'est le jour d'Halloween. Ah. Quelqu'un me dit « Oh, c'est réussi ton déguisement !» Je lui disais, je suis habillé comme ça tout le temps. Il me dit, oh, pardon. Ça, c'est vous. Rire, chaque jour, chaque heure, ça compte Ça beaucoup. fait pas de mal. Hein. Je veux dire, bon, c'est pas forcé à rire en chatouillant en permanence, mais je veux dire, il y a un aspect de légèreté vis-à-vis de ce qu'on appelle les préoccupations mondaines, c'est-à-dire le gain, la perte, la louange et la critique. C'est comme le Dalai Lama. Il dit, certains me disent que je suis un loup déguisé en moine. Absurde. Certains disent que je suis un dieu vivant. Absurde, je suis un simple être humain. Et effectivement, ça donne une certaine légèreté. Si on n'a rien à perdre, rien à gagner et tout à partager, on ne s'inquiète pas trop. Vous citez Victor Hugo en ouverture de votre livre, phrase superbe. Hein. Il n'y a rien de plus puissant qu'une idée dont le temps est venu. Et je suis persuadé que c'est l'altruisme. Il faut oser le dire, oser l'enseigner de façon laïque à l'école, oser introduire dans une économie positive. L'environnement, une question si brûlante, c'est une question d'altruisme et d'égoïsme. Parce que les générations suivantes diront « vous le saviez et pourtant vous n'avez rien fait ». Ça se résume à l'égoïsme ou à l'altruisme vis-à-vis de ces générations à venir. Vraiment, le monde est moins violent qu'avant? Encore une idée reçue qui a été démentie par les recherches. À Oxford, en 1350, il y avait 100 homicides par an pour 100 000 habitants. Maintenant, c'est 0,7. En Europe, en moyenne, on a 100 fois moins de chances d'être tué par homicide tous les ans. Le nombre de victimes moyens par conflit dans le monde a été diminué par 30 depuis 1950. Ça, c'est tous les conflits qui existent. 50 morts, guerre civile, conflits ethniques, n'importe quoi. Donc, il y a la Syrie, il y a le Soudan, il y a la guerre Irak-Iran, mais globalement, la violence n'a cessé de diminuer. La violence vis-à-vis des enfants, la torture, ça reste, bien sûr, c'est choquant, on en parle, mais globalement, ça diminue. C'est dû à la démocratie, c'est dû aux échanges, c'est dû à l'éducation, c'est dû au statut des femmes, c'est un facteur très important. Donc il y a toutes sortes de facteurs qui font que la violence diminue. Vieillir, comme moine tibétain, c'est comment? C'est se dire que chaque moment devient de plus en plus précieux, parce que là, quoi qu'il arrive, on est sûr que ça ne va pas durer très longtemps. Et mourir? Comme disait Dalai Lama, je suis très curieux de voir ce qui va se passer. J'espère que je pourrai mourir en sérénité, conscient, en pensant à mes maîtres spirituels, avec la paix dans le cœur et la joie d'avoir fait de mon mieux, parce que c'est ça qui compte finalement. Mathieu Riquin, merci. On vous lira le plaidoyer pour l'altruisme. Succès, ça compte, ça. Il y a, vous savez, les catholiques à l'ancienne disaient attention, vanité, hein, c'est déjà de la vanité quand. Hein. Il y a une vanité. À chaque fois que je commence à écrire un livre, je vérifie. Je vais dans mon ermitage et pendant plusieurs jours, je vérifie pourquoi est-ce que je fais ça, la bonne motivation. D'abord, je donne l'intégralité de mes droits d'auteur à Karuna Sechen, qui est la fondation humanitaire. 130 projets dans l'Himalaya, 100 000 patients par an, 25 000 enfants dans les écoles, donc ça sert à quelque chose. Et surtout, c'est la joie de voir que l'altruisme, finalement, est reconnu comme une valeur dont nous avons besoin. Le bonheur de parler, on le sent très fortement chez vous. Hein. Il y a une jubilation presque de la parole, de la pensée qui va avec. Si vous voulez, quand on a quelque chose qui vous tient tellement à cœur et que vous savez que c'est utile, que ça peut être utile individuellement, ça peut être utile pour changer la société, il y a une joie à le partager, c'est clair. Merci Mathieu Ricard. Merci.